Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver sur Séné+. Bienvenue à ce 28e numéro de votre émission Sans détour. Sans détour qui a l'honneur aujourd'hui de recevoir un acteur du jeu politique qu'on ne présente plus. Jean-Paul Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre, ancien parlementaire. Vous avez créé la formation politique, le Bloc des centristes de Gaïndé, le BCG. Vous avez été ministre de l'intégration africaine également. J'ai l'honneur de vous recevoir en compagnie d'un éminent confrère, Bakary Domingo Mané, enseignant-chercheur en sciences politiques, journaliste, subsidiairement président du CORED. Bakary, bonjour. Bonjour. Avec vous, pour m'accompagner dans cette émission, Pape Abdoulaye Sène, rédacteur en chef de Séné+. En réalité, c'est lui le local de l'État, puisque c'est lui qui nous reçoit. Abdoulaye Sène, bonjour. Bonjour, je suis Sène. Jean-Paul Diaz, merci de répondre à notre invitation. Très rapidement, quand même, nous sortons d'une manifestation organisée par l'opposition, le PDS notamment, manifestation à laquelle beaucoup de partis, beaucoup de formations politiques ont répondu. Une manifestation qui s'est déroulée le vendredi 13 juillet 2018. Vous n'y avez pas été. Est-ce que vous aurez pu vous associer à cette manifestation ? Je voudrais d'abord saluer vos journalistes qui sont sur le plateau, vous saluer vous-même, saluer vos téléspectateurs et les auditeurs aussi, et dire que pour répondre à cette question, je n'y ai pas été parce que simplement, je n'ai pas été convié. Aujourd'hui, le BCG est dans une situation un peu bizarre, un peu particulière. Comme vous le savez, ce parti avait fait j'allais dire partie d'un ensemble qui s'appelait Macky 2012, qui avait présenté la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2012. Donc, de ce point de vue, nous appartenons en principe à la majorité présidentielle. Il se trouve que cette majorité présidentielle ne nous convie plus à rien du tout. Et donc, de l'autre côté, ceux qui sont de l'opposition considèrent que nous ne sommes peut-être pas de l'opposition, ils ne nous convient pas. Alors nous sommes là, entre deux eaux, et nous flottons. Je dois dire que lors des législatives, sur démarche de certains de l'opposition, on avait créé Manko Tahaou Sénégal, qui regroupait tout le monde, tout ce que vous avez vu hier, en tout cas en grande partie. Mais je suis sorti de là avec une expérience vraiment fâcheuse, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont beaucoup plus animés par leur ego, par leur paraître, par ce qu'ils peuvent occuper comme position ou pas, que par le combat démocratique. Alors donc nous sommes dans cette situation, nous n'avons pas été, parce que nous n'avons pas été conviés, et de toutes les façons, ceux qui l'ont fait ont le droit de le faire. Nous avons déjà, nous, manifesté avec des khalifistes, il y a quelque temps, sur le même trajet, pour réclamer la libération de Khalifa Sall. Bon, mais si on ne nous convie pas, nous, on n'est pas demandeurs. Monsieur Diaz, les autres peuvent ne pas savoir où vous classez. Oui, c'est vrai. Mais vous vous situez où précisément? Non, aujourd'hui, nous sommes vraiment en retrait. Je pense que nous sommes en retrait parce que... en retrait de la majorité présidentielle? Mais c'est la majorité présidentielle, c'est le président de la République, disons les choses clairement. Pas la majorité présidentielle. C'est le président de la République qui nous a mis en marche. Nous sommes restés en marche, c'est tout. De l'autre côté, nous avons tenté quelque chose avec ceux qui sont aujourd'hui de l'opposition. Mais je vous dis, après les élections, c'était la croix et la bannière pour réunir des gens. Les gens ne venaient plus. Et en plus, vous avez vu comment certains sont allés de l'autre côté. Alors tout ça, c'est assez décourageant. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'observation. Vous semblez être un sorte d'ovni quand même sur la classe politique. Si vous voulez. Non, on n'est pas obligé d'être ici ou être là-bas. On est pour le combat, pour le Sénégal. Et si des gens nous convient, nous venons. Je vous donne un exemple. Nous n'avons pas créé Benno Bokk Yakaar. Nous n'avons rien signé, nous BCG, pour Benno Bokk Yakaar. Celui qui était le président de Macky 2012, c'est-à-dire Macky Sall, président de la République, c'est lui qui est allé prendre des engagements pour l'ensemble. Bon, nous n'avons pas voulu le contrarier, nous avons suivi. Mais lorsque Benno Bokk Yakaar fait des réunions et ne me convie pas, qui se tiennent au palais, vous voulez que je fasse quoi? Que je prenne une pancarte pour dire conviez-moi? Non, j'observe, c'est tout. Oui, moi pour revenir à la mobilisation d'hier de l'opposition, ce que je peux noter, c'est qu'on peut dire qu'il y a une bataille, qu'il y a deux protagonistes. Il y a en face un bloc
avec un leader désigné, Macky Sall, qui incarne le pouvoir, et de l'autre, il y a une opposition qui mobilise, mais dans la division. Chacun défend un peu son parti. Est-ce que c'est pas ne pas ouvrir une voie royale vers un second mandat pour Macky Sall? Oui, mais c'est un peu ce que je viens de dire. Comme vous le voyez, vous avez observé hier, chacun vient avec ses pancartes, avec ses couleurs, etc. C'est du matu vu. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces choses-là coûtent extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Une marche comme celle de l'autre jour, de hier, coûte très cher. Et vous avez des gens qui cotisent presque rien du tout. Comprenez? Alors chacun vient pour se faire voir. Effectivement, ça peut faciliter les choses. Mais vous savez, je crois qu'on ne peut pas anticiper le résultat d'une élection. C'est jamais joué d'avance. C'est jamais joué d'avance. Ce que vous voyez comme ça, ce qui apparaît comme étant la division, c'est en grande partie la division, c'est vrai. Nous l'avons vécu lors des législatives. Nous avions un bloc qui était uni. Si ce bloc avait été aux législatives, il gagnait les élections. Mais il s'est trouvé des gens, comme je l'ai dit, pour des questions d'ego, etc. Je dirige la liste, je ne dirige pas la liste, etc. etc. On poussait à l'éclatement. Et résultat des courses, tout le monde a perdu. Alors, ce que vous dites est tout à fait vrai. Je n'ai rien à ajouter là-dessus, c'est tout à fait vrai. Maintenant, est-ce que ça ouvre la porte à Macky Sall pour un deuxième mandat ou pas? Ça, ce sont les résultats des élections qui peuvent l'indiquer. Mais justement, moi, je voudrais savoir, M. Diaz, est-ce qu'aujourd'hui, le BCG se donne un temps pour choisir enfin son camp? Parce que dans tous les cas, vous êtes dans une situation qu'on peut admettre, qu'on peut taxer de confortable. Puisque elle n'est pas confortable. Non, elle n'est pas confortable. Elle n'est pas confortable parce que on avance, les échéances avancent. Elle n'est pas confortable du tout. Elle est difficile. Mais nous faisons avec. De toutes les façons, moi, j'ai déjà dit à titre personnel, j'ai déjà dit au BCG depuis très longtemps, moi, je me respecte et je respecte les Sénégalais et les Sénégalais. Je ne vais pas à une élection présidentielle pour faire 0,2 ou 2% ou 1%. Je me refuse à ça. Ça, je le dis. Tant que nous n'avons pas la certitude que la mise que nous allons mettre sur la table, au moins les 5%, on pourra les récupérer, moi je n'y vais pas. Maintenant, le BCG peut partir avec quelqu'un. Nous avons vécu des expériences, n'est-ce pas, qui toutes ont mal tourné pour nous. La dernière avec Macky Sall. Et je peux vous dire que je ne suis pas très sûr, je m'engage à titre personnel, mais je ne suis pas très sûr que le BCG choisira un candidat entre le pouvoir actuel et les gens de l'opposition. Clairement, je ne suis pas très sûr. Parce qu'il y a des gens qui n'ont choisi personne en 2012, qui n'ont même pas choisi Macky Sall, ni le camp de Wade, ni personne, et qui aujourd'hui sont ceux qui dirigent les choses, qui sont aux affaires. Comprenez, c'est assez révulsant, ce genre de situation-là. Donc nous n'avons pas... Ce qu'il nous faut, c'est être présent aux législatives, ça je pense, et aux élections locales. C'est ça que je pense que nous devons viser. Mais la présidentielle... C'est possible vraiment que le bloc des centristes gaïlés ne choisisse pas de candidat à l'élection présidentielle de février prochain? Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Il y en a qui l'ont fait, rien n'est advenu contre eux. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que si vous n'êtes pas... Nous avons choisi Macky Sall à sa demande, sur ses démarches, sur un programme sur lequel nous avons apporté notre modeste contribution. À l'arrivée, qu'est-ce qui a été respecté de ce programme? C'était Yonou Yokouté, pas le PSC. Le PSC n'est pas le programme politique. C'est Yonou Yokouté. Qu'est-ce qu'on a respecté dans Yonou Yokouté? On devait avoir 25 ministres. Ça n'a pas été le cas. Mais pourquoi vous ne forcez pas les portes, puisque vous faites partie de cette coalition de partis? Non. Forcez les portes pour venir le dire en séance. Non, vous n'allez pas forcer les portes. Lorsqu'il y a une réunion, si vous n'êtes pas convoqué, pourquoi voulez-vous venir forcer les portes? Qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Rien. Nous sommes libres avec notre conscience. Nous avons fait un travail à cette époque. Je pense que certains ont vu le rôle que nous avons joué. En tout cas, que moi j'ai joué. À l'arrivée, ce sont des gens qui n'ont rien fait ou qui ont même fait des choses contre Macky Sall qui sont aux affaires. Parce que aussi, comme le disait le président Giscard d'Estaing, la politique c'est l'action. On n'est pas en politique pour faire des discours, c'est pour agir. Mais lorsqu'on arrive et qu'on ne peut même pas influer dans telle ou telle décision, lorsque ce sur quoi on a été d'accord n'est pas respecté, qu'est-ce que vous voulez y faire? Maintenant, c'est peut-être ce qui est devant nous.
La question que vous pourriez peut-être poser, c'est qu'est-ce qui se passerait si Macky Sall revenait à vous? Ah ben ça, c'est une autre discussion. Personnellement, c'est une autre discussion. En tant que dirigeant du BCG, vous avez des griefs contre Macky Sall et son gouvernement? Pardon? Avez-vous des griefs contre Macky Sall et son gouvernement? Mais je ne peux pas répondre en termes de griefs. Il y a des problèmes qui se sont posés, des problèmes personnels qui se sont posés entre Macky Sall et moi. Relationnel? Voilà. Relationnel. Ça, c'est vrai, on ne peut pas... Et même avec d'autres responsables du Vous êtes d'accord avec la politique de Macky Sall alors? Mais ne me dites pas ça comme ça. Je viens de vous dire que je suis d'accord, j'ai été d'accord pour un programme qui n'a pas été mis en œuvre. Vous ne pouvez pas me dire que je suis d'accord avec la politique. Vous croyez que je peux être d'accord avec une politique aujourd'hui qui se déroule où une bonne partie de la ville de Dakar n'a pas accès à l'eau? Vous croyez que je peux être d'accord avec une politique qui se déroule où ces jours-ci, depuis peut-être 10-15 jours, il y a des stations d'essence où il manque du carburant simplement parce que le carburant le prix va augmenter. Tout le monde le sait. Pourquoi ne pas augmenter le prix? Clairement, on est là en train de jouer au chat et à la souris alors qu'on va augmenter le prix. Et ce n'est pas tout à fait sérieux parce que lorsque le prix du pétrole s'est écrasé complètement, on a continué à payer le carburant autour de 600-700 francs, peut-être un peu plus. Aujourd'hui, on sait qu'objectivement, on ne peut pas, le pétrole, le brut remonte un peu, mais il ne remonte pas à un point tel que on doit augmenter le prix du carburant à la pompe. C'est pourquoi je dis que ce qu'il a manqué à Macky Sall par rapport à nous, c'est la communication, c'est le dialogue. C'est ça la vérité. Chez Diaz, on va s'arrêter un peu sur le problème relationnel, puisque quand même tout semble tourner autour de cela. Et cela va nous permettre d'évoquer une partie de notre émission. On sait qu'entre vous et Macky Sall, il y a certainement Barthélémy Diaz, qui subit quand même, disons les choses clairement, qui est aujourd'hui en prison. Est-ce que vous tenez le gouvernement de Macky Sall, vous lui tenez rigueur d'avoir mis votre fils en prison? Je tiens Macky Sall pour responsable. Il ne subit pas la prison, il subit une injustice. Une injustice au plan juridique, on n'a pas le temps peut-être de développer, mais je le dirai rapidement, et une injustice au plan relationnel. Vous croyez que moi, président de la République, je mettrai l'enfant de Macky Sall en prison? Vous croyez vraiment? Il y a une justice dans ce pays qui a décidé. Quelle justice? Mais vous, M. Sène, vous me décevez. Je vais vous donner des exemples. Il a été sur la base de déclarations qu'il a faites, c'est tout. Barthélémy Diaz n'a pas fait quelque chose, un acte. C'est des déclarations. Je vous rappelle que Serigne Touba aussi, à l'époque, avait été arrêté sur ordre du gouverneur Lamotte, qui était là à l'époque. Et c'est ce même gouverneur Lamotte qui l'a traduit devant le conseil privé de la colonie. Et il a été condamné pour ce qu'il a dit à l'exil. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fustigé la décision qui avait condamné Khalifa Sall le même jour. Qu'est-ce que vient de faire la CEDEAO? Qu'est-ce que vient de faire la CEDEAO? Attendez, qu'est-ce que vient? Elle l'a démonté. Ce jour-là, on a retenu contre lui outrage à magistrat, appel à une insurrection et discrédit jeté sur une décision de justice. Outrage à magistrat, le tribunal ne l'a pas retenu. Ça, je le dis, parce qu'il faut quand même le dire et le répéter. Et je demande à tous les journalistes du Sénégal d'arrêter de dire que Barthélémy Diaz a été condamné pour outrage à magistrat. Ce n'est pas vrai. Outrage à magistrat n'a pas été retenu par le tribunal. Parce que pour qu'il y ait outrage à magistrat, il faut que le ou les magistrats soient désignés nommément. Ça n'a pas été le cas. Il faut que l'outrage ait été fait, pas en public, mais dans une structure non publique. Ça n'a pas été le cas. Et il faut que ce soit constaté par un PV. Tout ça est tombé à l'eau à cause de ces conditions-là. Deuxièmement, l'appel à une insurrection. D'abord, ils ont évolué dans les termes pour finalement dire attroupement non armé, etc. Le tribunal ne l'a pas retenu parce que le tribunal a considéré qu'en tant qu'acteur politique, si Barthélémy Diaz ne peut pas appeler à la mobilisation, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc c'est tombé. Le tribunal a retenu contre lui le discrédit jeté sur une décision de justice, n'est-ce pas? Mais le tribunal l'a fait illégalement, parce que le code, ce que dit le code pénal, lorsque une décision, une infraction de cette nature est constatée, mais
la télévision, le journal presse écrite ou la radio en question, ce sont eux les responsables. Ça peut paraître injuste. Le diffuseur. Ça peut paraître injuste, mais c'est ça la loi. Et celui maintenant dont on a diffusé les propos, celui-là est un complice. Alors, on a fui, c'était un de vos confrères, on a fui, tout de suite, le président de la République, son équipe, tout le monde a été dire « Ah non, 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 vous n'y êtes pour rien, etc. » On n'a pas respecté ça et on l'a condamné au maximum. 6 mois, c'est le maximum prévu par le code pénal. 100 000 francs d'amende, c'est le maximum prévu par le code pénal. Vous voulez que moi j'accepte ça? Mais je ne l'accepte pas. D'abord, c'est illégal. C'est injuste. Parce qu'il n'était pas le seul. Vous vous souvenez que toute la foule, ce jour-là, dans le tribunal, mais qu'est-ce que la foule n'a pas proféré contre le tribunal? Et la foule a foncé sur le tribunal. N'aurait pas été les gendarmes. Mais il se serait passé autre chose. C'est excessif. On se doit quand même, par honnêteté, de préciser, et ce n'est pas un commentaire, que la magistrature avait estimé que le commentaire de M. Barthélémy Diaz était particulièrement discourtois, sans bien sûr redire ici sur ce plateau les propos qui ont été tenus par Barthélémy Diaz. Les propos qu'il a tenus, je les ai répétés tels quels. On vous le concède. Je les ai répétés tels quels. Alors, devant télévision, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ça veut dire que c'était dérisoire. Je voudrais vous signaler pour terminer. Il n'y a pas outrage à la magistrature. Ça n'existe pas dans la loi. Il n'y a pas outrage aux magistrats, au AUX magistrat avec S. Ça n'existe pas. Les magistrats n'ont rien à considérer. C'est discourtois. Ce sont des mots crus, mais ce sont des mots vrais. Et aujourd'hui, vous voyez que comment on appelle ça? La Cour de la CEDEAO a piétiné cette décision. On y reviendra tout à l'heure sur la décision de la CEDEAO. J'aimerais juste, sur Barthélémy Diaz, on va s'y arrêter un peu. Aujourd'hui que c'est fait, vous comptez les jours. Il a été condamné pour 6 mois. Dans quel état il est? Ça ne va pas. Il est malade là actuellement. Ça, vous ne le savez pas, nous ne le crions pas sur tous les toits. Il est malade parce que vous savez que Rebeuss, c'est la saleté. C'est la promiscuité. Oui, mais attendez. Non, attendez. On ne met pas quelqu'un... Non, écoutez. On ne met pas quelqu'un comme Barthélémy Diaz, qui a été député, qui est maire, n'est-ce pas? On ne le met pas en prison pour des propos. Arrêtez. Et en plus, la décision est illégale. Et quelles sont les conditions de sa détention? Les conditions de sa détention sont si mauvaises, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, il a pris là-bas une angine et qui ne se guérit pas. D'ailleurs, cette semaine-ci qui vient de se terminer, qui se termine là au moment où nous parlons, l'officier qui est le responsable de la santé de l'administration pénitentiaire, c'est un commandant ou en tout cas un officier, je crois, supérieur, et vous allez le consulter, n'est-ce pas? Ça, je le dis clairement. Ça ne va pas, il est malade. Évidemment, on ne va pas le claironner partout pour ne pas donner l'impression qu'on est en train de pleurnicher. Alors, il a été contaminé par quelqu'un qui est dans la même chambre que lui, parce qu'il n'est pas tout seul dans la chambre comme le cas de Khalifa, semble-t-il. Il est avec d'autres, ils sont une quinzaine, n'est-ce pas? Il a été contaminé par quelqu'un qui dort à côté de lui. Il a récupéré une angine. Je souhaite simplement que ça n'évolue pas négativement. Je souhaite simplement que ça n'évolue pas vers une bronchite. Et je souhaite simplement que ça n'évolue pas vers une tuberculose. Voilà la situation. Oui, Monsieur Diaz, moi je voudrais interroger le père de famille. Ce n'est plus l'homme politique, n'est-ce pas, mais le père de famille qui souffre, n'est-ce pas, de l'absence de son fils. Intérieurement, comment vous vivez cette situation intérieurement? Mais vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous le démontrer. Vous le voyez. Je m'élève contre ça. Je viens de vous dire que Serigne Touba a été exilé pour des propos. Il faut arrêter ce genre de choses. Il faut arrêter ce genre de choses. On peut combattre un adversaire politique comme on veut, mais je pense qu'il faut faire attention. Et il faut que ceux qui s'amusent avec la prison... Moi, j'ai été en prison. Quand j'ai été à Rebeuss. L'essentiel des leaders du Sénégal ont été à Rebeuss. N'est-ce pas? Mais quand on n'a pas été à Rebeuss, on fait attention. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Ni pour vous, ni pour vous, ni pour votre famille. Je le dis simplement. C'est un peu le baume au cœur. Le fils aîné de Barthélémy Diaz, qui porte mon nom, a terminé ses études secondaires le mois dernier à Washington. Il a été gradué, il va à l'université. Eh bien, j'ai été obligé de me déplacer, d'aller jusqu'à Washington, parce que son père ne pouvait pas être là. Et son épouse, comment elle vit tout ça? Ben, difficilement, surtout que c'est pas une Sénégalaise, elle le vit difficilement.
Actuellement, elle est en vacances à Washington avec ses enfants. Barthélémy Diaz a purgé la moitié de sa peine. Va-t-il demander une liberté conditionnelle? Pourquoi vous voulez? Je voudrais vous dire que les textes ne disent pas que c'est à lui de le demander. En tout cas, ce que je sais, les textes ne disent pas que c'est à lui de le demander. Les textes disent que c'est le ministre de la Justice qui doit faire un arrêté pour l'accorder. C'est tout. S'il le fait, nous sommes preneurs. On a soupçonné quand même d'avoir forcé pour aller, c'est lui-même qui le disait, qu'il voulait retrouver son leader en prison. Voilà. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qu'il vit bien lui? Monsieur Cissé, s'il avait dit, s'il avait dit, je veux que vous m'envoyez en vacances à Johannesburg, on l'aurait envoyé. Arrêtez. Non. Ce que l'on dit, vous savez, le théâtre politique, la scène politique, elle a son style, elle a son vocabulaire, elle a sa grammaire. Elle a tout ce que vous voulez. Il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Il dit quelque chose comme ça. Mais oui, mais est-ce que c'est pour cette raison que vous allez, de manière tout à fait illégale, je vous l'ai prouvé, tout à fait illégale, le mettre en prison? Il fallait arrêter ce média-là et mettre ces gens-là en prison. À ce moment-là, vous pouvez le mettre lui en prison. Et il se trouve que vous ne l'avez pas fait. Vous condamnez au maximum. C'est-à-dire que si la loi avait dit 1000 ans, c'était 1000 ans de tôle. C'est un combat dans lequel il est, ça fait partie des risques du métier, il l'assume, nous l'assumons, mais c'est clair que ce n'est pas aisé, parce que c'est surtout injuste. Vous mettez sur le même plan de l'injustice la condamnation de Barthélémy Diaz, Khalifa Sall, même si ce n'est pas pour les mêmes motifs, ni pour les mêmes raisons, ni la même procédure? Mais c'est injuste. Khalifa Sall, mais forcément, à partir du moment où vous savez, en droit, il y a quelque chose de fondamental, c'est la forme. C'est ce qu'on appelle la procédure. C'est-à-dire la façon dont vous marchez pour arriver au résultat. Si vous marchez de manière bancale, mais tout tombe. Et c'est ce qui s'est passé. À partir du moment où Khalifa Sall, vous n'avez pas admis un avocat à côté de lui, au moment où vous, police, vous étiez en train de l'entendre, le PV est nul. Et le PV étant nul, le PV de la DIC, ça entraîne tout jusqu'au bout. Le PV est nul. Le jugement est nul. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il ne peut même pas y avoir d'appel. Appel sur quelque chose qui est nul. Je dois dire que j'ai été surpris, peut-être que vous aussi, en tout cas moi j'ai été surpris par les propos du procureur général qui a dit qu'il fallait libérer par Khalifa Sall. Je me suis pincé. Qu'il fallait le libérer. Il a dit clairement qu'il faut le libérer. Qu'il fallait respecter l'arrêt de la CEDEAO. Qu'il fallait le libérer, c'est ce que j'ai lu, moi. Non, il n'a jamais dit ça. Libérer, voilà. C'est l'interprétation que les gens en ont fait. Je me suis pincé pour savoir si c'était vraiment lui qui disait ça. Non. Parce que lorsque l'ouverture a été faite, il fait partie de lui, que ce soit lui, que ce soit le président de la Cour d'appel, c'était les principaux à dire qu'il n'y aurait même pas de renvoi. Et tout d'un coup, après le premier renvoi, on vient nous dire qu'il faut suivre, il faut le libérer. Parce que c'est la conséquence. Vous savez, l'autre jour, mon chauffeur est venu me dire dans mon bureau, lorsque la nouvelle est tombée, est-ce que, la nouvelle c'est de la CEDEAO, est-ce que Khalifa Sall doit être libéré? Je lui ai dit, bon, notre cuisinière qui est là, quand elle vient me dire, puisque mon bureau se trouve chez moi, quand elle vient me dire, elle l'appelle papa, quand elle veut me dire, papa, le repas est servi. Elle me dit en Wolof, le repas est servi. Est-ce que je dois attendre qu'elle me dise, allez vous mettre à table? Non. Dès qu'elle me dit le repas est servi, ça veut dire vous, ton papa, vous devez vous mettre à table. C'est tout. À partir du moment où tout est illégal, tout est mal fait, tout n'est pas conforme à la loi, ni même à la Constitution, à partir de ce moment, la conséquence est de le libérer. On n'a pas besoin de le dire. La CEDEAO ne dit jamais qu'il faut libérer. La CEDEAO ne dit pas que tout est illégal. Hein. La CEDEAO dit qu'il y a une violation de la présomption. C'est illégal, c'est dès le départ. C'est dès le départ. Oui. Vous n'avez pas respecté son immunité parlementaire. Je dois vous rappeler tous ces développements que les uns et les autres étaient en train de faire ici, pour dire qu'il n'y avait pas d'immunité parlementaire du tout. Et vous savez que ne pas respecter l'immunité parlementaire du député, c'est puni par le code pénal. Le code pénal, et malheureusement, je n'ai pas l'article en tête, et je ne peux pas le répéter tel qu'il est, mais le code pénal, quelque part, dit tout procureur, tout juge, toute autorité étatique qui ne respectant pas
l'immunité parlementaire d'un député le met en prison, est passible de telle et telle et telle peine. Maintenant, il faudra vérifier même si cette affaire-là, y a une prescription ou pas. Vous ne pouvez pas, vous ne respectez rien, vous prenez une décision et vous dites, oui, les gens là-bas ne nous ont pas dit de libérer. En tout cas, moi, ce que j'ai compris de ce qu'a dit le procureur, quand il a cité l'exemple du président Tanja du Niger, le président Tanja du Niger a été libéré parce qu'on a considéré qu'il était mis en prison illégalement, anormalement, c'est tout. Moi, je pense que Khalifa doit sortir maintenant. Je pense avoir été le premier à l'avoir dit, en dehors des avocats. Il faut qu'il sorte aujourd'hui. Et que, bon, si maintenant ils veulent faire quelque chose, qu'ils recommencent la procédure. Oui, c'est vrai que, M. Diaz, on peut comprendre que sur le plan de la forme, n'est-ce pas, qu'il y ait des problèmes, comme vous venez de le dire, mais sur le fond du dossier maintenant, est-ce que vous n'avez pas de reproche vraiment dans la gestion même de la caisse d'avance? D'abord, je vous dis, vous savez, j'ai été comptable public. J'ai été agent du Trésor, nommé par arrêté du ministre des Finances pour servir le Trésor à l'étranger, en ambassade. Alors, une caisse d'avance, ce n'est pas ça. Ça là, ce n'est pas une caisse d'avance. C'est comme lorsqu'on vous dit, vous savez que la prison de Rebeuss a une caisse d'avance de 125 millions par mois. Vous croyez que ça, c'est une caisse d'avance? Soi-disant, c'est avec ça qu'on doit acheter la nourriture, etc., etc. 125 millions par mois. Qui a été contrôlé un seul jour? Personne. Ici, un ministre qui a été récemment mis en cause a dit qu'il avait 100 millions par mois de caisse d'avance. En l'espèce, sur l'exemple que vous donnez, on peut quand même supposer que l'utilisation de ces 125 millions, je vous le concède, c'est vous qui le dites, obéit quand même à certaines règles de comptabilité. Il n'y a aucun appel d'offres. Vous avez déjà vu, vous croyez que 125 millions, vous pouvez dépenser 125 millions tous les mois sans appel d'offres. Vous avez déjà vu la prison de Rebeuss lancer un appel d'offres pour la viande, pour le poisson, ça n'existe pas. Ça fonctionne comme ça. La caisse d'avance, en principe, c'est une avance de trésorerie assez limitée. Vous faites des dépenses, n'est-ce pas? Et une fois que ces dépenses sont faites, on vous réapprovisionne jusqu'à concurrence du plafond. Ça ne dépasse pas 3-5 millions. C'est ça la caisse d'avance. Le problème du Sénégal, c'est que les fonctionnaires, surtout les hauts fonctionnaires, sont tellement paresseux que quand on leur demande de qualifier quelque chose, de nommer quelque chose, ils vont chercher dans leur jargon. Quand on a demandé aux gens du Trésor, du ministère des Finances, de donner un nom à cette caisse-là, ils ont dit caisse d'avance. Il fallait lui trouver un autre. Monsieur Diaz, ce n'est pas parce qu'on a une caisse d'avance qu'on va établir des faux documents. Ce qui a été le cas en l'espèce. Ça, attendez, ça c'est ce que vous dites. Moi, je ne suis pas là en train de faire l'appréciation du fonctionnement de la caisse d'avance. Ce que je sais, c'est que ce qu'on a appelé à la mairie caisse d'avance, ce n'est pas une caisse d'avance. La vérité, ce sont des fonds politiques. Depuis l'origine, depuis la naissance de cette caisse, jusqu'au bout, c'est des fonds politiques. C'est ça la vérité. Fonds politiques qui sont détenus par certaines institutions ici, et même par certains ministères. Le ministre de l'Intérieur a des fonds politiques. Le ministre des Finances a des fonds politiques. Comment croyez-vous qu'on paye les renseignements de la douane? Avec des factures? Comment croyez-vous? Comment croyez-vous qu'on paye les renseignements du ministère de l'Intérieur? Le ministre des Affaires étrangères a des fonds politiques. Parce que des fois, il se déplace, il y a des obligations, il doit faire certains types de dépenses. Il ne va pas demander qu'on lui envoie de l'argent. Il dépense, j'imagine actuellement, avec une carte de crédit, etc., etc. Ce sont des fonds politiques. Et moi, je ne donne pas dans l'hypocrisie pour dire qu'il faut supprimer tous les fonds politiques. Moi, de toute façon, je ne dis pas le contraire. Ce sont des fonds politiques. Ce que je constate, voilà, c'est qu'il y a un dossier qui est amené devant le juge. Et le juge doit répondre à sa vocation, c'est de dire le droit. On lui montre qu'il y a des faux documents qui ont été établis. Après que l'opposition dise qu'il y a instrumentalisation. Non, ce n'est pas l'opposition qui dit. Non. La justice est instrumentalisée, vous le savez. C'est elle-même qui le dit. Ce sont ses membres eux-mêmes qui le disent. Qui sont instrumentalisés, qui ne sont pas indépendants. Ne défendez pas l'indéfendable. C'est eux-mêmes qui le disent. Je ne défends pas l'indépendable. Ils demandent à être indépendants. Alors, vous savez, dans cette affaire de la justice, je termine par là rapidement. Moi, je maintiens, c'est des fonds politiques, n'est-ce pas? L'affaire de la justice qui demande à être indépendante.
C'est comme une épouse qui est dans un ménage, qui dit à son mari, tu sais, moi vraiment, je veux être une femme fidèle. Mais il se trouve que les hommes me courent après. Ce n'est pas de ma faute. C'est les hommes qui me courent après. C'est les juges qui te disent, nous, on va être indépendants, ce n'est pas de notre faute, c'est le pouvoir exécutif qui nous met la pression. Alors maintenant, si tu ne veux pas que ces hommes continuent à me courir après, il faut que tu me donnes, toi, mari, il faut que tu me donnes 1 million tous les mois. Alors que toi, femme, dans le ménage, ton devoir, c'est d'être fidèle. C'est ça la vérité. Alors voilà le problème. Comme les hommes. Alors, mais bien sûr, on est tous des voyous. On va avancer dans notre programme. C'est pas nous qui allons dire qu'on est. On va. Donc, moi, je dis une fois de plus, si vous voulez courir derrière Khalifa Sall pour 1 milliard, commencez à courir derrière des gens qui ont envoyé plus de 5 milliards à l'étranger, alors qu'aucun travail n'est fait, aucun service n'est fourni. Allez courir derrière les sommes du Prodac. Allez courir derrière ça. Il y a d'autres situations qui sont ici, qui ont été révélées par des rapports de l'inspection générale d'État, de l'OFNAC, etc. On n'a rien fait. Mais est-ce que c'est ça qui est injuste devant le juge, en fait? Arrêtez de me parler de juge. On va avancer dans notre chronogramme dans cette émission sans détour, ça ne s'invente pas. C'est pourquoi je suis sans détour. Et alors, ça nous ramène à quelque chose de très fondateur de l'échiquier politique, c'est-à-dire la violence du verbe. Sans détour, on va y aller. Jean-Paul Diaz, vous-même, vous avez été pendant très longtemps étiqueté comme quelqu'un qui a un discours viril, peut-être correct, mais en tout cas un discours viril, et qui englobe toute cette violence aujourd'hui qui charpente le jeu politique. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour apaiser, peut-être que c'est un mot bien gentil, il ne s'agit pas d'apaiser les relations entre les acteurs politiques, mais en tout cas pour pacifier l'espace politique, qu'on puisse être dans l'adversité, mais sans aller au-delà, pour les mots aujourd'hui qui fusent de partout. Je suis obligé de faire un petit recul, n'est-ce pas, un rappel historique. L'image qui a pu être perçue de moi, c'est lorsque j'étais au PDS. Lorsque j'étais au PDS, j'ai utilisé des mots crus, j'ai été même peut-être brutal verbalement, mais on nous a mis dans cette situation. Mais monsieur Cissé, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait quand vous êtes fatigué, vous avez été chercher de l'argent. Parce que la politique, ce que vous ne dites pas souvent dans la presse, ça coûte extrêmement cher. Je viens de vous dire que la manifestation d'hier, ça a coûté beaucoup d'argent. Ça, c'est des trucs minimum à 15 millions, 20 millions minimum. Parce que les gens cotisent à coût de 500 000, etc. Il y a les t-shirts, il y a ceci, il y a cela. Bref, il y a le transport des militants, il faut être honnête. Bon. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Lorsque vous vous êtes donné la peine d'avoir réfléchi sur un programme, d'avoir cherché de l'argent, à plusieurs bien sûr, d'avoir mis ça, d'avoir pris des risques ou de prendre continuellement des risques sur votre vie, sur votre famille, sur votre travail, n'est-ce pas, votre emploi, d'aller aux élections et de voir que les élections ont été sabotées, il y a eu du tripatouillage, vous avez perdu les élections. C'est ça, c'est ce sentiment-là. Et de voir là-bas des gens en train de se moquer de vous. C'est ce sentiment-là, c'est l'injustice qui amène ça. C'est l'injustice qui amène ça. Donc, je ne dis pas... J'ai été dans ce combat, au point que, lorsque j'ai été nommé ministre, vous savez qu'à l'époque, maintenant ça ne se fait plus, mais à l'époque, lorsque vous étiez nommé ministre, on mettait votre CV. Vous avez été à l'école, vous avez fait tel diplôme, vous avez travaillé ici, là-bas. Lorsque les gens ont lu ça, ils ont dit, c'est pas possible. Ce type-là, qui était toujours guerrier, bagarreur, etc., on ne savait pas qu'il avait ces diplômes-là, on ne savait pas qu'il avait occupé ces fonctions-là, on ne savait pas qu'il avait telle et telle qualification. C'est la force des choses. Alors, pour éviter ça, il faut 2 ou 3 choses, fondamentalement. D'abord, il faut que tout se passe normalement. Allons aux élections normalement. Pourquoi on a besoin de tripatouiller? Pourquoi on a besoin de nous dire qu'on recommence les cartes d'identité lorsque personne dans la CEDEAO ne l'a fait? Et maintenant, quel est le résultat? Votre carte CEDEAO d'identité sénégalaise ne vous permet plus de rentrer au Ghana, ne vous permet plus de rentrer en Côte d'Ivoire, ne vous permet plus de rentrer au Cap-Vert. Donc, voilà des pays qui disent, moi, vos histoires de cartes là, ça c'est pas mon affaire. C'est pas normal. Pourquoi on s'est précipité? 52 milliards. Une carte d'identité où il n'y a pas de filiation au Sénégal.
Alors que des Abdoulaye Sène, je ne sais même pas combien il y en a. N'est-ce pas? C'est ça. Il n'y a pas de filiation. Comment vous voulez qu'on aille distinguer tous les Mamadou Ndiaye? Oui, on a une puce électronique pour... Ah, mais quelle puce électronique? Je vous mets au défi, ça c'est faux, c'est un mensonge d'État. Je vous mets au défi de prendre votre carte d'identité, d'arriver au commissariat et qu'on vous dise, voilà, à partir de cette puce-là, il n'y a rien pour lire la puce. Il faut quelque chose pour lire la puce. Ils n'ont rien, c'est faux. Il n'y a pas de filiation. Alors, donc, ce qu'il faut, il faut des choses correctes. Il faut qu'on soit correct. Il faut qu'on évite, par exemple, de sortir des choses comme le parrainage. Ces choses-là, vraiment. S'il n'y avait pas le parrainage, Macky Sall ne serait pas le président aujourd'hui. Comprenez? Il faut qu'on arrête de trépatouiller les élections comme on a fait lors des dernières législatives. À partir de ce moment-là, à côté de ça, il faut instaurer le dialogue. Il faut discuter avec les gens. Je vous ai dit que le problème que j'ai avec Macky Sall, c'est le déficit de dialogue. Parlons. Parce que peut-être que vous avez des choses à me reprocher, mais il est possible que moi j'ai aussi des choses à vous reprocher. Il est possible qu'en parlant, on fasse le dépassement et qu'on... Ouais. Donc c'est ça. Alors, si le président de la République, parce que c'est lui, hein, les autres à côté, ne comptent pas, si lui, il n'organise pas le dialogue, si lui, il ne favorise pas les rencontres... il a tenté, hein, il a invité l'opposition à un dialogue. Écoutez, arrêtez de me dire ça. Vous prenez votre radio, vous dites j'appelle les gens au dialogue. La même chose, ils vont vous dire où? Vous les avez convoqués où? Prenez le ministre de l'Intérieur. La dernière fois, c'était pour le pétrole. Quel pétrole? Mais non, vous attendez que ça se complique comme ça pour appeler les gens? Entre parenthèses, moi, je n'ai pas été convoqué. Non, c'est vous qui parlez de dialogue. Vous dites que le président de la République... Non. Le dialogue doit être... Vous savez, lorsqu'il lorsqu'il a convoqué ici la dernière fois, il y a 2 ans, je crois, en 2016, je lui ai dit devant tout le monde, avant d'appeler les gens au dialogue, mais il faut dialoguer avec ceux qui sont avec vous. Avec vos alliés. Vous ne dialoguez pas avec vos alliés. Deuxièmement, quand on fait quelque chose, mais il faut qu'il y ait un suivi. Il n'y a pas de suivi. Il avait promis que l'année d'après, il y aurait quelque chose. Rien ne s'est passé. C'est élémentaire. Alors, quand les gens ne peuvent plus discuter, quand les gens ne peuvent plus avoir droit à des choses normales dans un pays comme le Sénégal, ça commence peut-être par des excès verbaux, on peut dire. Les mots sont peut-être crus, mais ils sont ce qu'ils sont. Et puis peut-être demain, ça peut dériver vers autre chose. Regardez ce qui s'est passé et qui continue à se passer en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, donc le dialogue est le truc central. Alors moi, je voudrais bien revenir sur la question de Abdoulaye, c'est-à-dire de ces invectives qu'on entend tout le temps. Moi, je fais partie d'une génération, je peux le dire comme ça, blasée, mais blasée, complètement blasée de la politique, quoi. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. Vous savez que voilà, les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre parler des hommes politiques. C'est Massamba, Sathiala, Mademba, Mini Prison. Voilà. Alors que la réalité des Sénégalais est dure. Ils ont des problèmes pour travailler, des problèmes pour survivre. Voilà. Est-ce que tout ça, ces effectifs, ce conflit permanent, cette situation de tension, ça ne démoralise pas le peuple? Et est-ce que vous en avez conscience? Mais moi, je le reconnais. Mais je vous ai expliqué d'où ça vient. Je vous ai expliqué d'où ça vient. Je reconnais ce que vous dites. Je l'admets parfaitement. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est ce qu'il faut. Parce qu'au Sénégal, les gens ont des traditions. Le parler est très... D'ailleurs, j'ai toujours dit, si le Wolof était une langue, enfin, parlée dans plusieurs pays, je parle du Wolof parce que je ne connais pas les autres, mais si le Wolof était une langue parlée dans beaucoup de pays, ça serait une langue diplomatique internationale. Parce que c'est une langue de subtilité. C'est une langue dans laquelle vous pouvez dire à quelqu'un des choses directes sans le blesser. Mais si vous voulez le blesser aussi, vous le blesserez. N'est-ce pas? Parce que peut-être lui vous a blessé. Donc, ça c'est la tradition, c'est la culture du Sénégal, des Sénégalais. Mais quand en face de vous, je vous ai dit, au PDS, comment le PDS a commencé à être ce qu'il est? Le PDS a commencé à être ce qu'il est, mais parce qu'il a été provoqué, attaqué, malmené. Quand Abdoulaye Wade arrive en 88, il sort des élections, toi tu étais là, tu avais suivi les choses à l'époque. Il sort des élections, on n'a même pas les résultats, on l'arrête. Vous croyez que c'est sérieux? Il faut que ceux qui sont au pouvoir, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain, commencent par respecter ceux qui sont en face. À partir de ce moment-là, vous verrez que les choses changeront. Je ne sais pas si vous observez. Chaque fois que le président de la République, quel qu'il soit, Wade ou celui qui maquille, n'importe qui, chaque fois qu'il reçoit l'opposition, vous voyez les photos, vous voyez les films,
ça sourit, ça c'est des accolades. Bon, pourquoi on ne continue pas sur cette lancée? Pourquoi on ne continue pas sur cette lancée? Au début, à un moment donné, Wade avait lancé une idée. En fait, c'est une idée des centristes français. La majorité d'idées. Il avait repris cette idée-là. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelque chose, je vous consulte d'abord. Consultons les gens. Moi, si aujourd'hui, je décide de créer une télévision ou de créer quoi que ce soit, une radio ou autre, mais je parle à des gens comme vous, puisque je ne connais pas ça. Comment on fait, qu'est-ce qu'il faut éviter, etc. Alors, il avait dit, je vous consulte d'abord. Et ensuite, je prends la décision. Mais ici, on prend une décision, après on dit, venez qu'on parle. Pourquoi? Oui, M. Diaz, c'est par rapport, disons, à ces discours musclés, n'est-ce pas, que les hommes politiques ont tendance, si vous voulez, à tenir dans ces pays. Et vous semblez dire, ou vous avez dit que quand vous avez des gens en face qui ne respectent pas, n'est-ce pas, les jeux politiques, évidemment, vous êtes amené, disons, à parler ainsi. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce discours, n'est-ce pas, que les hommes politiques ont tendance à articuler, n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, qui rappelle simplement des positions personnelles, hein, au lieu vraiment d'être là au service, n'est-ce pas, disons, des populations. Mais ça peut apparaître comme ça, c'est possible. Parce que des fois, eux, ils sont touchés à titre personnel. Moi, lorsque vous mettez mon fils en prison, mais vous ne pouvez pas faire semblant que ce n'est pas mon fils. Lorsque je veux vous faire une révélation que je n'ai jamais dite nulle part. Parce que maintenant, c'est fini. Lorsque Wade est arrivé au pouvoir, Madame Diaz, qui est professeure d'enseignement secondaire, qui était dans le cabinet du ministre de l'Éducation nationale, et bien sûr, quand le ministre a changé, elle est sortie de là, on ne lui a plus donné d'emploi jusqu'à sa retraite. Parce que j'étais en opposition avec Abdoulaye Wade. Vous voulez qu'on l'accepte, nous, comme ça, simplement? Je ne l'ai dit nulle part, j'ai été pleurniché nulle part. On a assumé. Je vous dis, nous, hommes politiques, les femmes aussi, qui sont engagées en politique, nous payons le prix fort. Et il n'est pas normal que nous nous battions, que le peu que nous avons ou qu'on nous donne, on le mette dans le jeu et que le jeu soit faussé. Mais personne ne nous a demandé, le peuple ne nous a pas demandé de payer ce prix fort. Mais on paye le prix fort. Non, vous êtes volontaire. Votre femme ne vous travaille êtes volontaire. pas. Non, attendez. Votre femme ne travaille pas. Non, attendez. Elle n'a pas de poste. D'accord. Pendant 10 ans avant d'aller à la retraite. Je suis en train de dire simplement. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, je suis en train de dire, M. Diaz, que l'engagement, n'est-ce pas, que vous avez décidé de faire, c'est un engagement personnel. Le peuple ne nous a pas demandé de le faire. Donc, du coup, il faut assumer, en ce moment-là, tous les problèmes qui se posent. Alors, vous voulez assumer l'injustice et vous taire? Non, mais c'est pourquoi. Non, je vous dis, tout vient de l'injustice. L'injustice dans le respect des règles démocratiques, l'injustice dans le respect des relations avec les autres. C'est tout. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose, je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai donné une explication. J'ai expliqué d'où ça vient. Maintenant, j'ai dit, pour que ça ne prospère pas, il faut qu'on revienne à des relations politiques civilisées. C'est tout. Il faut qu'on revienne au dialogue et qu'on revienne au respect des règles. À partir de ce moment-là, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Notre émission n'a jamais bien porté son nom. Monsieur Diaz, nous vous remercions en tout cas d'être sans détour dans cette tribune, 28e numéro. Il nous reste encore 10 minutes. On va essayer d'aller beaucoup plus vite. Et surtout revenir au peuple. Le peuple qui est l'essence même de votre engagement en tant qu'homme politique. Aujourd'hui, le débat qui a cours au Sénégal, c'est l'approvisionnement de Dakar en eau. C'est une question cruciale que le gouvernement n'a pas encore réussi à satisfaire. Comment, en tant qu'homme politique, vous regardez votre peuple en ayant d'autres préoccupations politiciennes, pas vous, c'est une question impersonnelle, mais regardez ce peuple qui a soif. Moi, je suis Dakarois. Je suis né à Dakar. Est-ce que vous savez qu'à Dakar, des quartiers restent depuis très longtemps qui ne connaissent pas la douche? Non, même pas lié à la pénurie d'eau dans des quartiers de Dakar. On m'a fait la révélation hier, je le découvre comme beaucoup, qui ne savent pas, qui ne se sont jamais lavés avec la pomme de douche. Parce que depuis qu'ils sont installés dans certains quartiers, on se lave au seau. Voilà, il n'y a jamais de l'eau qui coule dans le robinet. Je vous ai dit que j'étais Dakarois. Je suis natif de Dakar. Et en dehors d'une année où j'ai travaillé comme chef de service à Kaolack, de 3 ans où j'ai travaillé pour l'ambassade du Sénégal en Tunisie, je n'ai jamais vécu ailleurs qu'à Dakar. Dakar, c'est chez moi.
Mais Dakar n'est plus le Dakar de mon enfance, n'est même plus le Dakar de ma jeunesse. C'est devenu quelque chose d'ingérable. Et quand on permet à des gens de s'installer partout, sans se préoccuper de l'approvisionnement en eau, de la fourniture d'électricité, etc., ça amène ces situations-là. Et tous les régimes confondus, c'est la faute des gens qui ont autorisé aux uns et aux autres de s'installer ici, là-bas, etc., etc. Et là, je suis inquiet parce que je vois, j'ai des choses à faire sur la route de Bambilor. J'ai vu les travaux de Bambilor. On me dit, j'ai entendu le directeur de la SONES dire fin juillet, eh bien, je me permets d'en douter. Ça ne sera pas prêt en fin juillet. Je l'ai entendu parler du dessalement d'eau de mer. Le dessalement d'eau de mer avait fait partie du programme BCG en 1996 au moment des locales, etc. Donc, si nous avions l'habitude de discuter entre nous, il ne faut pas que je dise, Monsieur Cissé, il est là-bas, je ne parle pas avec lui. Mais Monsieur Cissé connaît quelque chose dans ce domaine-là. Échangeons avec lui. Peut-être qu'il peut nous donner des idées et mettons-les en œuvre et ne nous gênons pas pour dire que ça vient de lui. Que ce soit Bakary, que ce soit M. Sen, pareil. Ici, vous n'êtes pas avec le pouvoir, vous êtes écarté. C'est ça le fond du problème. Je n'ai pas dit que les hommes politiques, comme vous avez dit, c'est impersonnel, ne s'intéressent pas à ça, mais ils s'intéressent au combat qui peut permettre demain de changer cette situation-là. Cette situation n'est pas normale. Il faut qu'on cesse. Et d'ailleurs, je commence à me poser des questions. Est-ce que ça a été judicieux? J'étais tout à fait d'accord, mais je commence à me poser des questions. Est-ce que cela a été tout à fait judicieux de créer Diamniadio, tel qu'on veut créer Diamniadio? Est-ce que c'est tout à fait judicieux? Est-ce qu'il valait pas mieux étendre la ville de Thiès entre Thiès et Tivaouane, entre Thiès et cette localité religieuse là qui est pas Ndiassane, Thiénaba, etc. Est-ce qu'il ne fallait pas vers Diourbel là, il y a une localité là où il y a les secs là. Alors là, mais là, est-ce que voilà. Donc est-ce qu'il ne valait pas mieux étendre Thiès dans ces directions-là plutôt que de créer Diamniadio? Parce qu'on va créer Diamniadio. C'est fait, le coup est parti. Mais maintenant, il faudra approvisionner Diamniadio en eau. Voilà. Aussi. Aujourd'hui, vous avez dans Dakar des immeubles qui se lèvent comme qui sont construits, qui se lèvent comme des champignons. Tout ça, c'est des besoins d'eau. Est-ce qu'il fallait autoriser tous ces immeubles-là? Je ne suis pas... Monsieur Diaz, à vous entendre, c'est comme si vous étiez en train de remettre en cause cette vision, n'est-ce pas, d'un Sénégal émergent, chanté partout, sur tous les toits. Ne confondons pas les choses. Le Sénégal émergent, c'est une vocation, c'est un programme, c'est quelque chose qui est projeté par le régime actuel sur une trentaine d'années. Ça n'a rien à voir. Je dis simplement, lorsque je vois la pénurie d'eau, lorsque je vois ces problèmes-là, je me dis, moi j'étais favorable à Diamniadio. Je ne vais pas me renier, mais je me pose des questions. On a pris cette décision-là, mais est-ce qu'elle était aussi judicieuse que ça? Je n'en sais rien. C'est l'avenir qui le dira. Mais j'explique que les hommes politiques qui savent, qui connaissent cette affaire-là, ne vont pas se focaliser là-dessus parce qu'ils se disent que ce n'est pas porteur pour eux tout de suite. Ce qui est porteur pour eux, c'est de se battre pour que les règles du jeu soient des bonnes règles, des règles démocratiques, des règles respectées. Et une fois que ces règles seront respectées, peut-être ils accéderont au pouvoir et ils pourront modifier les choses. Sur la santé, en 30 secondes, je crois que c'est une préoccupation du peuple aussi. On a la CMU, mais on a surtout encore, dans ce Sénégal 2018, des structures sanitaires qui peuvent encore refuser des patients ou des citoyens qui peuvent encore mourir sur la voie publique sans assistance. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pourquoi il faudrait d'ailleurs jusqu'à présent, il faudrait avoir un effort porté sur ce qui concerne l'urgence. Qui fasse que quand un patient arrive devant une formation hospitalière, il est au moins reçu par les urgences et on peut lui apporter au moins les premiers soins. Alors, très rapidement, ma dernière question, c'est 6 ans que Macky Sall est au pouvoir. Est-ce que, voilà, pour terminer, vous pouvez lui trouver des circonstances atténuantes ou des bons points? Vous savez, vous ne l'avez pas évoqué, mais vous savez que c'est moi qui me suis battu pour que Macky Sall respecte le mandat de 7 ans. Je suis celui qui s'est battu pour ça en amenant des arguments. Il y en a eu d'autres. ABC, Alioune Badara Cissé, Moustapha Cissé Lo se sont battus pour ça. Mais moi, j'ai amené des arguments politiques, juridiques, constitutionnels.
Voilà. Donc, je ne peux pas me plaindre qu'il fasse ces 7 ans. Il est bien content de les faire actuellement d'ailleurs. Mais, j'ai toujours dit qu'au moment où il a pris le Sénégal était plus bas que terre. C'est l'image que j'utilisais à l'époque. Le Sénégal était, à tout point de vue, plus bas que terre. Je pense que, et au point que Wade disait que si Macky arrivait au pouvoir, au bout de 3 mois ou de quelques mois, il ne paierait plus les salaires. Voilà. Je crois que la réalité a été autre. Aujourd'hui, il peut avoir des bons points, il peut avoir des mauvais points. Moi, mon appréciation vis-à-vis de lui, c'est aurait pu mieux faire. Vous excluez de le soutenir en 2019? En politique, je ne dis jamais, jamais. Très bien. Jean-Paul Diaz, 2 questions très personnelles, prenez-les comme vous voulez. Ça sera pris avec fair play. Alors, vous vivez de quoi en tant qu'ancien ministre? Au Sénégal, c'est l'habitude. En général, on ne sait pas de quoi les anciens ministres, les anciens fonctionnaires vivent. Non, moi, je n'ai pas une retraite significative. Je travaille, j'ai une petite entreprise où je suis associé d'ailleurs avec mon fils et mon épouse. Et nous, on achète, on vend. Moi, j'ai beaucoup commercialisé. Vous êtes au commerce? J'ai beaucoup commercialisé du champagne. Pendant un bon moment, certaines grandes surfaces ici ont vendu mon champagne. Donc j'ai commercialisé du champagne que je faisais venir de France, que je vendais, en mettant en avant la politique des prix. Nous faisons du transport, nous vivons de ça. Et nous avons une exploitation agricole qui nous permet aussi de nous débrouiller. Moi, je ne vis pas j'ai pas de poste d'État, j'ai pas de fonction d'État, donc je vous réponds clairement. Mes comptes bancaires sont là, tout peut être vérifié. Voilà. Jean-Paul Diaz. Non, mais la deuxième question. Je ne fuis pas. La deuxième question aurait été appelée par votre réponse, mais vous me l'avez faite 2 en... Voilà, donc... si demande une deuxième question, Paul, voilà. Alors, nous vous remercions très sincèrement d'avoir joué franc jeu avec nous, d'avoir été sans détour dans cette émission. Merci. Je remercie aussi Bakary Domingo Mané, qui est un aîné, qui est un illustre confrère, respecté et très respectable dans cette corporation, et notre jeune cadet, Abdoulaye Sen, rédacteur en chef de Séné+, qui était le local élève et qui nous reçoit. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Ce 28e numéro est à présent terminé. Rendez-vous à un très prochain numéro. J'aimerais quand même avoir une pensée, avant de boucler, une pensée pour Madior Fall, un éminent confrère, rédacteur en chef de Sud Quotidien, qui nous a quittés le 15 juillet 2018. On est 2012, on est autour du 15 juillet 2018. Pensée très émue pour Madior Fall, pour sa famille et pour toute la famille de la presse. Merci de nous avoir suivis. Merci. Diaz, merci.